Bonjour et bienvenue à vous. Vous êtes à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire de commentaires, d'analyses et d'avis sur les sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale avec notre panel d'invités qui sont des hommes des médias, des analystes. Avec eux, donc, nous revenons pour décrypter cette actualité au plan national et international. Aujourd'hui, nous allons au plan national évoquer donc les promesses, donc la campagne électorale qui a lieu pour la présidentielle avec nos 13 candidats, mais parmi eux, il y a donc des promesses qui sont faites à divers niveaux sur tous les plans, notamment la question de réconciliation, de sécurité et défense, aussi la question des emplois et ainsi de suite. Nous allons donc revenir sur ces contenus de promesses qui sont faites donc dans les programmes et puis avec nos invités. Et puis nous parlerons aussi comme second sujet du 11 décembre qui doit normalement se tenir à Banfora. Il y a une pétition des fils et filles en tout cas de la région qui demande un report de cette commémoration liée au retard des travaux. Et nous allons revenir sur cette actualité également. Et puis en international, c'est d'abord à côté de nous la Côte d'Ivoire où il y a eu donc l'élection. On en a parlé la semaine dernière et une crise, une situation politique de crise post-électorale qui se fait. On va donc revenir sur ce sujet-là. Et puis également les États-Unis où il y a eu, on va dire, à la surprise générale, un changement. Le président Donald Trump donc, a été battu par Joe Biden, comme on dit, le démocrate. Nous allons revenir sur ces actualités avec mes invités. J'ai avec moi, à ma droite, Maître Kielem de Tambela. Maître Kielem de Tambela, il est avocat, il est inscrit au barreau. Il est également président du CRI, qui est le Centre de recherche international des stratégies. Merci, Maître, d'être sur ce plateau. Et à ma gauche, André-Eugène Ilboudou, le directeur de la radio des écoles. Merci André d'être là. Et puis juste à la droite, Parfait Silga, il est journaliste et analyste. Merci Parfait d'être là. Et enfin, dernier invité, Faustin Évariste Concebo, il est le président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme. Il est chroniqueur média. Il est également premier porte-parole du FORA, qui est le Forum alternatif des citoyens. Merci Évariste Concebo d'être sur ce plateau. Donc avec vous, on va ensemble revoir ces sujets-là avec nos chroniqueurs. On commence déjà par les élections 2020, la présidentielle surtout, une ambiance, la campagne est déjà lancée. Sur les programmes, est-ce que vous constatez un changement? Est-ce que pour un Burkina, 13 programmes qui sont en cours, est-ce qu'il y a quelque chose d'assez particulier qu'on peut noter? Est-ce qu'il y a une évolution dans les propositions qui sont faites? Est-ce que les propositions cadrent avec les priorités du Burkina? Ou est-ce que les promesses qui sont faites sont des promesses réalistes? Est-ce que les Burkinabés peuvent se retrouver? Est-ce que c'est vraiment des chemins qui nous sortent des sentiers battus? André Géniboudou. J'ai parcouru effectivement les programmes des candidats. Je dois dire, d'abord, la première question qu'il faut se poser si on rentre dans les programmes, si on est un intellectuel et qu'on lit, c'est le Burkina Faso là. C'est quel programme on veut appliquer au Burkina? On sait par exemple que dans les pays où il y a la gauche et la droite, on sait ce que la droite veut faire si elle arrive au programme. On sait ce que la gauche veut faire si elle arrive au pouvoir. Mais au Burkina, ici, on n'a pas une lisibilité qui fait la différence entre les programmes. Vous lisez presque les programmes, d'ailleurs, qui ne restent que des programmes. Et ça aussi, ça, c'est pour le bien des intellectuels. Et je ne suis pas sûr que mon père qui va voter le 22 novembre sait ce que c'est qu'un programme. Et la majorité des Burkinabés ne savent pas ce que c'est qu'un programme. Les gens ne votent pas les programmes. Les programmes sont écrits pour peut-être satisfaire l'ego des gens qui se présentent, pour satisfaire l'ego, peut-être la couche intellectuelle. Mais encore une fois, moi je dirais que ce sont des promesses électorales. Et vous savez qu'une promesse ne reste qu'une promesse. Personne n'a jamais été attrait devant un tribunal parce qu'il a promis quelque chose à quelqu'un. André Géniboudou, on a quand même, je veux dire, du point de vue idéologique, on n'a pas que des sociodémocrates, on a aussi des sociolibéraux, par exemple l'UPC, on a des sociodémocrates CDP et MPP, on a aussi peut-être d'autres tendances plutôt socialistes de gauche, etc. Donc, quand même, on ne peut pas dire que tous les programmes ce sont les mêmes et que ça ne sert à rien. Est-ce que c'est ce qu'il faut... C'est ce que c'est concrètement ou est-ce que c'est une façon de voir? Non, la question que je voulais dire, si les programmes servaient à quelque chose, on aurait vu, par exemple, ceux qui exercent le pouvoir faire une redevabilité un par un pour dire, dès que j'ai pris le pouvoir, une année après, voilà ce que je vous avais promis de faire. Une année après, voilà ce que j'ai fait et voilà ce qui me reste pour les 4 ans à faire.
Au bout de la deuxième année, il aurait fait un bilan. Troisième année, il aurait fait un bilan. Quatrième année, il fait un bilan. Or, vous voyez que toutes les promesses qui ont été faites, mis à part le présimètre qui essaie de voir ce que le président essaie de faire, vous n'avez pas un compte de redevabilité. C'est maintenant que, par exemple, on fait un bilan du mandat, mais c'est au bout de la 5e année. Je vais dire, les promesses qui ont été faites, qui ont été écrites, de mon point de vue, si je regarde froidement, personne ne se sent tenu par rapport à ça. Sinon, on aurait vu... J'ai vu par exemple quelqu'un qui fait 100 propositions pour les projets, 100 propositions pour son projet de société. Je me dis, par exemple, si c'était OK, on aurait dit, voici, j'ai fait 100 propositions, au bout de la première année, j'en ai réalisé tant, et voilà ce que j'ai déjà fait. Voilà ce que je vais réaliser au bout de la deuxième année. Or, aujourd'hui, on ne sent pas que ce sont des... bon, là, parfois, les personnes disent « je m'engage hein », mais je dis encore, tout ce qui est écrit de mon point de vue reste des promesses de programme, de campagne. Et une promesse reste une promesse. Parfait. Silga, est-ce que ça sert à quelque chose le programme aujourd'hui? Parce que c'est pour qui c'est fait? Est-ce que c'est pour ceux qui votent? Ou est-ce que quand on regarde les meetings, les gens qui viennent, pratiquement, on ne leur donne même pas des programmes, on ne leur donne rien, on parle avec eux. Bon, pratiquement, quand on découvre ce qui se dit, ça s'éloigne même du programme qui est fait. Est-ce que concrètement, ces papiers qu'on fait, ça sert à quoi? Non, les programmes, ça sert à quelque chose. Parce que j'estime que si vous demandez un mandat au peuple burkinabé, vous devez être à mesure de lui dire voilà ce que je compte faire en matière d'économie, en matière de sécurité, en matière de commerce, en matière d'agriculture. Et si effectivement il vous accorde ce mandat, on va vous attendre au bilan. C'est-à-dire que vous devez être à même de dire voilà ce que j'ai promis, voilà ce que j'ai pu réaliser en 5 ans, voilà ce que je n'ai pas pu réaliser, voilà les difficultés auxquelles j'ai été confronté et qui ne m'ont pas permis de réaliser. Pour moi, les programmes, ça sert. Maintenant, le deuxième élément que je voulais évoquer, en tout cas dans le contexte actuel, là, quand on regarde les programmes, il y a une certaine convergence. Voilà, la première convergence, bien sûr, c'est sur le plan de la sécurité. Nous sommes dans une situation sécuritaire difficile. Et donc, quand on lit effectivement tous les programmes, là, il y a eu un accent qui a été mis sur la sécurité pour dire nous allons restaurer la sécurité avec plus ou moins de propositions. On va y arriver tout à l'heure avec un contenu. Ok, d'accord. Mais sinon, je pense, pour revenir à la première question, que les programmes, ça sert à quelque chose. Mais est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une qualité réelle quand on regarde les programmes? Est-ce qu'il y a une qualité? On peut dire que les programmes qui sont proposés sont des programmes de qualité. Au regard de la situation, est-ce que ça correspond réellement avec les priorités du moment? Oui, je vous parlais de la sécurité tout de suite. Donc, il n'y a pas que la sécurité. Oui, il n'y a pas que la sécurité, mais je vais un peu abonder dans le même sens pour dire que les programmes généralement sont beaux. Hein. Quand vous regardez, c'est beau pour tous les partis. Maintenant, c'est à l'épreuve de pouvoir qu'on saura si effectivement on était dans un mouvement, on était dans un projet tout simplement, on voulait appâter les lecteurs avec des promesses irréalisables, ou bien... C'est à quoi je voudrais qu'on en vienne. Les programmes peuvent être beaux, oui. Mais est-ce que quand les programmes sont écrits, ces programmes qu'on a là aujourd'hui, quand on les regarde, est-ce que ce n'est pas des programmes qui font rêver, ce n'est pas des programmes utopiques? Est-ce que quand on les regarde avec la réalité, on pense que c'est des programmes qui reflètent réellement de la consistance? Mais si vous enlevez le rêve de la politique, si vous enlevez le rêve de la politique, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui va rester dedans, mais il faut bien rêver dans la vie. Et quand un dirigeant se présente, il doit bien apporter du rêve aux populations. Et moi, je dis, tous les problèmes qu'on a, c'est-à-dire, ce sera l'adéquation. C'est le fossé qu'il y aura entre la beauté des programmes politiques et effectivement leur application réelle pour le bonheur de la population. Voilà. Maître Kelem, oui. Après avoir parcouru ce programme et tout ça, est-ce que non, je ne les ai pas parcourus.
Et pourquoi? Ça ne m'intéresse pas. D'accord, mais on parle donc des programmes. Est-ce que, Oui. quand on regarde aujourd'hui, on parlait de la qualité des programmes, comme vous n'avez pas parcouru, mais est-ce que quand on regarde aussi ce que les gens disent, les propos des candidats, ils font des promesses verbalement, est-ce que quand on regarde tout ça, nos candidats sont réellement en phase avec ce que les Burkinabés attendent, avec les priorités du moment, ou alors c'est des programmes qu'on fait profil Banque mondiale. Monsieur Saorgo, mais ce n'est même pas question de Banque mondiale. Hein. Vous savez, les programmes politiques, c'est comme par exemple l'enveloppe d'un produit. Vous avez des produits qui sont bien enveloppés avec des enveloppes très beaux, très belles, etc., mais qui contiennent des produits toxiques. Tout comme vous avez des produits vraiment de qualité, mais avec des enveloppes vraiment très simples, pas du tout attirantes. C'est ça un programme politique. Sans oublier qu'il y en a qui se font écrire des programmes politiques. Il y a des programmes politiques qu'on vend à des hommes politiques. Voilà. Donc, qui vous paraissent très jolis, etc., alors que lui, il n'est même pas convaincu de ce qu'il dit, parce qu'il a acheté le programme politique. Donc, c'est pour vous dire que les programmes politiques, c'est comme un jouet qu'on fait miroiter aux gens. À la limite, c'est comme une religion aussi. Hein. Toutes les religions sont belles, mais tout dépend du cœur du fidèle. Quand vous prenez l'islam, c'est une belle religion de paix, etc. Mais il y en a qui en font une religion de haine. Quand vous prenez par exemple le christianisme, toutes les religions sont belles. Tout dépend du cœur de la personne. Donc, programme ou pas programme, tout dépend de celui qui est au pouvoir et qui veut le faire. J'ai pris l'exemple plusieurs fois ici de Staline, n'est-ce pas, qui avait, n'est-ce pas, dont le Parti communiste soviétique avait de très belles statues, etc., mais qui ne les a jamais appliquées. Il ne convoquait jamais le comité central, sauf quand il en avait besoin pour exécuter des gens. C'est tout. Donc, c'est pour dire tout dépend de la personnalité de celui qui est au pouvoir. Si nos programmes ou pas programmes, ça ne veut rien dire. Ça dépend de la bonne foi. Tout le monde on connaît les priorités du Burkina Faso. Ce n'est pas le Burkina Faso seulement. Chacun sait quelles sont les priorités d'un pays en voie de développement. Surtout d'un pays en voie de développement comme le Burkina Faso. On n'a pas besoin d'aller à l'école, de faire Sciences Po, Polytechnique, pour savoir que les gens ont besoin d'eau ici au Burkina Faso, que les gens ont besoin de logement, qu'ils ont besoin de soins, qu'ils ont besoin d'écoles de qualité, de routes. Tout le monde sait ça, M. Loukman. Les gens savent, n'est-ce pas, que la sécurité est un problème sérieux actuellement. Donc, tout le monde sait ça. On n'a pas besoin de programme pour le faire. Oui. Donc maintenant, les programmes, ce sont des structures attractives. C'est comme la publicité, c'est du marketing. Donc on se dit, qu'est-ce que je peux faire, n'est-ce pas, pour appâter quelques individus, parce que c'est quelques individus seulement. Parce que quand je parcours le Burkina Faso et je vois, par exemple, le Burkinabé moyen dans la ville semi-urbaine ou dans la campagne, il se fiche du programme de Roch. Roch est son président, c'est tout. Et si, aux prochaines élections, s'il ne vote pas pour Roch, c'est que quelqu'un du village est venu lui dire de voter pour quelqu'un d'autre. C'est tout. Sinon, le chef est là. Ici, le programme n'a pas d'effet sur les n'a pas d'effet. Le programme n'a pas d'effet. Je dis ça depuis longtemps que ici, ce qui fait remporter les élections, c'est les affinités et c'est l'argent. C'est tout. On vote pour quelqu'un parce qu'il est du village, c'est un ami que je connais, on m'a dit de voter pour lui, ou alors il a l'argent, il a fait de grands meetings qui nous a épatés. Tout. Voilà pourquoi on vote pour quelqu'un. Il a distribué aussi de l'argent peut-être. Et même, ce n'est même pas ici seulement, de façon générale même, c'est pour ça que je suis contre les systèmes électoraux actuels. Vous savez, par exemple, quand Kennedy se présentait contre Nixon, Kennedy a gagné sur 400 000 voix. 400 000 voix seulement. Actuellement, Joe Biden a gagné contre Donald Trump sur plus de 4 millions de voix. Mais Kennedy n'a gagné contre Nixon que sur 400 000 voix. Et on a dit que c'est la couleur de la cravate de Kennedy qui a fait la différence. Est-ce que vous voyez? Donc, ce n'est pas seulement ici seulement. L'élection, c'est un folklore. Donc, les programmes que je vois là, quelques programmes que j'ai parcourus rapidement, tout est beau. Est-ce que vous avez dit? Tout est très beau. D'accord. Mais c'est pour vous dire que même le problème de la sécurité, M. Loukman... Mais on va revenir à la sécurité tout à l'heure. André Évariste Konsebo pour son appréciation globale, générale sur les programmes qui sont faits, peut-être leur structuration, leur contenu, leur consistance, par rapport à un pays comme le Burkina aujourd'hui qui est confronté à beaucoup de problèmes. Ce qui arrive au Burkina n'est pas spécifiquement un problème isolé. Il y a d'autres pays sur le continent qui traversent les mêmes problèmes, mais au demeurant, s'agissant des questions électorales sous nos cieux,
principalement au Burkina, la culture électorale ou démocratique laisse à désirer, mais ça, ce n'est pas seulement le fait du Burkina. On retrouve le même tas partout. Vous avez des États-nations quasiment qui n'existent pas. La dernière fois, on a parlé de la Côte d'Ivoire, on a dit que la carte électorale coïncidait avec une carte ethnique. Il y a toutes ces problématiques-là qui viennent se greffer. Alors, c'est vrai pour moi, dans un tel contexte, et bien évidemment, les programmes, c'est un exercice style intellectuel pour faire bien, et puis bon, c'est dans la forme. Mais quand on veut regarder au fond, la meilleure preuve même pour le cas du Burkina, c'est que même sous le régime comparé, pendant qu'il y avait des programmes, vous aviez des PPTE, vous avez des SCAD, et même sous le régime MPP, vous avez le PNDS. Bon, ça veut dire quoi? C'est la réalité, c'est rattrapé parce que la réalité, c'est le budget. Bon, voilà. Et tout ce qui va se faire se fera dans le cadre du budget. Donc, vous avez beau énumérer... D'abord, la première difficulté de ces programmes, c'est de les chiffrer. Et quand bien même on arrive à les chiffrer, bon, vous rentrez dans le contenu, il y a des propositions vraiment utopiques. J'ai lu un programme, quelque part, on disait qu'on va créer on va donner... Tous les étudiants et les élèves auront la bourse, voilà. Ça, c'est le genre de déclaration. Moi, je dis, en fait, c'est des propositions pour attirer les gens. Mais seulement, c'est pas seulement... L'autre preuve aussi, c'est quoi? Les meetings. Quand vous faites vos meetings, moi, j'ai vu, par exemple, j'ai suivi Pascal Do-Sessouma, qui a transformé son meeting en déclaration parce qu'on est venu le proposer, je pense, de 400 000 à 200 000 pour remplir un terrain. Bon, lui, il a dit que dans ses principes, donc, il ne va jamais payer de l'argent pour que quelqu'un vienne écouter ce qu'il a à dire sur la gestion du pays. Donc, contrairement si on raisonne, il faut déduire alors que ceux qui arrivent à remplir des stades recto verso ont un secret. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour amener les gens? C'est tous ces débats-là qu'il faut mettre sur la table. D'accord. Ouais. Alors, oui, quelque chose rapidement. C'est simple. Hein. Aujourd'hui, personne ne peut dire que quand quelqu'un va à un meeting et que vous trouvez des foules et des foules habillées aux couleurs du parti, ce sont des gens qui vont aller voter. Si vous écoutez, par exemple, la CENI, ils disent que, par exemple, les jeunes qui sont le gros lot de la population, ils ne sont pas inscrits aux choses, pour voter. Or, c'est eux qui remplissent les stades recto verso. Donc, ça, il y a un problème. Et puis, quand vous regardez les programmes, le Burkina, à l'instar du besoin de l'homme, il y a 5 besoins fondamentaux de l'homme. On a besoin de se nourrir, on a besoin de se soigner, on a besoin de se loger, on a besoin de s'éduquer et puis avoir des loisirs. Au Burkina, si un président disait, dès que je suis élu, je n'ai même pas besoin d'écrire un programme. Je m'attaque seulement à 2 ou à 3 problèmes fondamentaux des Burkinabés, qui est la grande majorité. Je m'attaque, par exemple, au problème de la santé des Burkinabés. Je m'attaque au problème de l'éducation des enfants des Burkinabés. Et puis, je vais faire en sorte que les gens aient à manger 3 fois par jour. Je pense qu'il n'a même pas besoin d'écrire 8 pages. Il n'a même pas besoin d'écrire une demi-page. Les 3 grands problèmes des Burkinabés, s'ils s'attaquent à ça, c'est bon. Et l'argent qu'ils mettent dans les meetings pour acheter les t-shirts, les casquettes, les 2000 francs de bonne d'essence, il dit, moi, je réserve ça pour régler les problèmes des Burkinabés. Or, aujourd'hui, c'est prouvé, c'est acté que ceux qui remplissent les stades recto verso, c'est ceux qui prennent des t-shirts et des casquettes, et c'est ceux qui prennent 2000 francs et se font convoyer par les stars. Ok, merci. Non, juste pour aller dans le sens de ce que André Eugène disait brièvement. Hein. Oui, quand le roi Henri IV a pris le pouvoir en France, son programme était simple. Faire en sorte que chaque dimanche, chaque Français puisse mettre un poulet au pot. C'était simple. C'était simple, ouais. Voilà. D'accord. Et il y est parvenu. Justement, quand je vois cette mobilisation intéressée, parce qu'elle n'est pas désintéressée, quelque part, je suis interpellé, ma conscience me gronde, parce qu'il y a un autre discours qu'on nous présente chaque fois en disant que sous un certain régime, on a contribué à élever le niveau de conscience des Burkinabés. Bon, alors, je ne sais pas si vraiment, quand je regarde certaines pratiques, où on mobilise les gens sur la base de je ne sais pas quoi, de t-shirts et autres. Moi, je me demande où a été cette élévation de niveau de conscience. Je ne la vois pas. D'accord. On pourrait débattre de tout ça après. On va rentrer dans le fond des différents programmes pour voir certaines propositions, certaines promesses. On les appelle comme ça, promesses, mais c'est à l'intérieur des sur la réconciliation nationale, par exemple, qui était un axe important aujourd'hui. On voit que le président Kaboré propose un forum de réconciliation nationale avec les forces vives au semestre 1, donc au premier semestre 2021, sur la base de la vérité, de la justice et du pardon, voilà, pour parvenir à la paix des cœurs.
Zéphirin Diabré propose Burkilim comme philosophie et il propose d'organiser une conférence générale de la nation pour définir le Burkilim dans lequel, bien sûr, il y a la solidarité, la paix et tout. Edi Komboigo propose la création d'un cadre pour définir même le contenu de la réconciliation et puis son sens et comment y aller. Désiré Kadri Ouedraogo propose un dialogue, la justice transitionnelle, la mise en place d'une commission vérité, justice, réparation et réconciliation et un forum qui sera donc dirigé par des personnalités morales et des coutumiers. Bon, c'est autant de propositions sur la réconciliation. Et Zida dit qu'il faut une réconciliation, donc le candidat Zida Isaac, qu'il faut une réconciliation entre les Burkinabés, qu'ils soient insurgés ou non insurgés par le principe de la réconciliation populaire qui passe par des espaces de dialogue dans les quartiers, dans les villages, etc. Madame Yeli Kam, la seule dame d'ailleurs, dans la course, précise, elle propose les assises nationales de la citoyenneté et de la fraternité pour réhabiliter les héros nationaux et ainsi de suite, aller contre le régionalisme, le tribalisme, la stigmatisation. Parfait, Sylvain. C'est autant de contenu pour la réconciliation nationale. Vous voyez que toutes ces propositions se rejoignent quelque part en disant que la réconciliation est un chantier important pour le Burkina. Mais donc, tout le mal, numéro 2 du président Kaboré. Tout le mal qu'on souhaite à ces candidats, c'est d'arriver effectivement au pouvoir et qu'on puisse voir ce qu'ils vont appliquer. Sinon, au stade d'aujourd'hui, vouloir apprécier, vouloir faire la différence, vouloir dire telle proposition est meilleure que l'autre, bon, je ne sais pas, qu'est-ce que je dois dire. Ce que j'ai dit seulement... Non, l'idée ici, ce n'est pas de dire, de faire un classement, ce n'est pas d'apprécier différemment en termes de... Ici, c'est de voir la pertinence de ce que les uns et les autres font comme proposition. Je l'ai dit depuis, c'est-à-dire que quand on lit les programmes, effectivement, tous les candidats se sont... Il y a un point important, c'est-à-dire que les défis importants du moment ont été abordés par les candidats. Donc, il y a la sécurité, il y a la réconciliation nationale, il y a la question du logement. Donc, toutes ces questions ont été abordées par les différents candidats. Mais comme on le dit, il faut arriver au pouvoir et puis pouvoir appliquer effectivement ce qu'on dit. Sinon, tout est bien. Mais quand on regarde, par exemple, le président Kaboré qui propose un forum de réconciliation avec les forces vives et tout ça, c'est quelque chose qu'il avait proposé il y a 5 ans, par exemple. Vous avez dit, vous ne parlez pas des programmes des autres, non? Non, bien sûr, mais voilà pourquoi je vous dis... en conquête une première fois, mais le président Kaboré a déjà exercé, il est revenu donc avec une autre proposition. C'est un candidat comme tous les autres, non? Ouais, donc pourquoi vous voulez dire le président... Je vous ai dit, aujourd'hui, là, si vous voulez faire la différence entre les candidats, vous n'allez pas vous en sortir. Attendons, vous appréciez et vous dites quelles sont les propositions qui sont faites dans tel ou tel domaine. Moi, je constate que pour tous les défis importants du Burkina, tous les candidats se sont prononcés. Par exemple, si vous aviez un candidat qui ne parlait pas du tout de la réconciliation nationale, on pouvait se poser des questions. Est-ce que ce candidat estime que ce n'est pas nécessaire qu'il y ait réconciliation nationale? Mais pour moi, l'essentiel... Si vous avez un candidat qui n'a pas fait, par exemple, parfait, s'il y a un candidat qui n'a pas fait cas de la réconciliation dans le cadre de ce programme, on peut en parler. Mais ici, ce qui est important ici, c'est qu'il y a des propositions qui sont faites. On regarde quelle est la pertinence de ces propositions. Bien sûr, on doit se poser des questions sur ça. On analyse la pertinence des propositions qui sont faites. Quand quelqu'un, par exemple, le président Zéphirin dit qu'il faut une conférence générale de la nation, voilà, c'est une proposition. On peut en parler. Mais toutes les propositions sont pertinentes en ce qui concerne la sécurité et la réconciliation nationale. On va arriver à la sécurité. Sur la réconciliation nationale, toutes les propositions sont pertinentes. Que ce soit organiser un forum national, que ce soit organiser des débats populaires, tout ce qui est, c'est important. Mais j'ai dit tout l'essentiel, c'est d'arriver au pouvoir et puis de pouvoir effectuer. Même si ça a l'air d'être c'est réalisable. C'est réalisable. D'accord. André Géniboudou. Non, ce qui me fait problème en lisant les propositions, c'est qu'on prend la réconciliation comme un point de départ à un moment donné. Pour moi, la réconciliation, c'est quelque chose de vécu
de tous les jours. Que ceux qui soient au pouvoir et ceux qui ne sont pas au pouvoir, c'est la réconciliation, c'est l'œuvre de tous les jours. Je ne m'attends pas, quand je suis en conflit avec mon voisin, que le juge prononce le verdict et ensuite je me mets à me réconcilier avec lui. Si je suis en bisbille avec mon voisin et que nous partons devant un tribunal, j'essaie la réconciliation même avant d'aller au jugement. Or, on nous dit aujourd'hui, laissez-moi arriver au pouvoir, ou bien quand j'aurai le pouvoir, à partir de telle date, je vais commencer à vous réconcilier vous-même. J'ai dit, si le Burkinabé veut se réconcilier, il y a des gens qui sont à l'extérieur et qui ont envie de rentrer. Mais la réconciliation commence quand ils disent qu'ils veulent rentrer. Rentrer, on va se réconcilier en attendant. Je ne peux pas attendre d'avoir atteint à un moment donné pour commencer la réconciliation. C'est ce qui me crée... Non, je parle à tous les gens qui parlent de réconciliation. J'ai dit la réconciliation, c'est et ceux qui sont au pouvoir et ceux qui n'y sont pas arrivés. Et ça nous concerne nous-mêmes aujourd'hui en tant qu'individus, simplement. Je vais dire aujourd'hui, pour moi, la réconciliation, si je suis en bagarre avec mon voisin de quartier, je n'attends pas le 23 décembre, quand quelqu'un sera président, pour commencer la réconciliation avec mon voisin. Si j'ai conscience que je dois me réconcilier avec mon voisin, je fais le pas le 7 ou le 8 novembre. Tel qu'on dit les choses, ça paraît aussi simpliste que ça. Oui. Mais quand on regarde dans la réalité, c'est un fait politique majeur aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire la réconciliation sans avoir l'appareil de l'État entre les mains? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible qu'on se lève et on dise, bon, voilà, il y a des questions importantes sur lesquelles est-ce qu'on peut agir si on n'a pas l'appareil de l'État ou si on n'a pas la volonté politique Si vous regardez par exemple les dossiers emblématiques du Burkina Faso, le dossier Norbert, le dossier Dabo Boukari, le dossier Thomas Sankara, le dossier Oumarou Clément, et j'en oublie. Le dossier insurrection, etc. Et j'ai dit que j'en oublie. Ce n'est pas le fait de ce pouvoir-là. C'est le fait de tous les Burkinabés qui se sentent impliqués d'un point ou d'un autre et attendre une date pour choisir de faire la réconciliation. Moi, personnellement, je me dis que ça me pose problème parce que je me dis la réconciliation, c'est le vécu de tous les jours. C'est ce que nous posons au quotidien comme acte qui nous rapproche ou qui nous éloigne de la réconciliation. Ça, c'est peut-être le sens à donner, le contenu qu'il faut donner à la réconciliation ou les dispositions. Mais ici, ce qui est fait comme proposition, quand on regarde, par exemple, je prends le cas de Désiré Kadri Ouedraogo, qui dit qu'il faut mettre une commission vérité, justice, réparation et réconciliation. Ça fait long. Avant, on était habitué aux commissions justice, vérité, pardon, etc. Mais là, on a jusqu'à 4. La question réparation apparaît. Le président du FASO, on voit qu'il fait une proposition pour la vérité, la justice et le pardon. On était habitué à avoir le triptyque vérité, justice et réconciliation. Pourquoi ces variations, ces changements? Non, vous savez... Est-ce que ça peut s'expliquer? Bon, je revendique la capacité de réfléchir par moi-même. J'ai dit, la réconciliation n'est pas forcément linéaire. La réconciliation peut être peut-être cyclique. Je veux dire, je peux me réconcilier avec quelqu'un sans avoir besoin de passer par la justice. D'accord. Je peux me réconcilier avec quelqu'un sans avoir besoin de passer par la vérité. D'accord. Je veux dire, quand je me bagarre avec mon épouse et que nous voulons nous réconcilier. C'est juste une façon de parler. Juste une façon de parler. Je n'ai pas besoin d'aller sur le juge pour que chacun s'explique avant qu'on se réconcilie. On peut se réconcilier même sans que chacun ne dise la vérité. Je veux dire, il ne faut pas que nous nous mettions dans un carcan. Ça, je dis ça, je vois les gens qui sont omnibulés par la critique de dire, mais lui là, c'est un hérétique. Mais je revendique le fait que dans la vie, on peut se réconcilier sans passer par toutes les cases. D'accord. Merci André. On parle un peu du Burkinlim, que par exemple, c'est une philosophie du candidat Zéphirin Diabré qui propose par ailleurs une conférence générale de la nation. Une conférence très sincèrement, on a vu par exemple au Bénin, une conférence nationale. Très sincèrement, très franchement, je trouve qu'il serait vain de débattre sur les modalités possibles, parce qu'en fait tous sont d'accord. Oui, tous sont d'accord. Maintenant, les points de divergence concernent donc le cadre qui va peut-être prendre en charge les modalités, les modes. Bon, maintenant que
le chef de l'État a dit qu'il lui fait appel à des forces vives qui vont définir d'ailleurs le cadre et les modalités, mais par ailleurs, il se contredit quand il dit que pour lui, en fait, il s'agit des cas qui concernent les 5000 personnes depuis les indépendances et que pour la vingtaine de personnes qui sont parties depuis 2014, bon, c'est la case justice d'abord, s'y rend. Donc, quelque part, si on doit définir d'abord un cadre avec les forces, personne ne peut préjuger de ce qui va sortir de ce cadre. Attendons d'abord la mise en place de ce cadre et que les éléments sortent. Peut-être que ça peut être autre chose qui sort. Bon, mais là, en fait, on a quand même... Il ne faut pas quand même occulter le fait que c'est des acteurs qui se connaissent tous. Hein. C'est les acteurs de la même période, de la même époque. Et on a l'impression que cette rengaine est toujours là. Alors, donc, effectivement, Eugène a fait allusion à la modalité qu'il met en place. Il y a plusieurs cases. On peut passer par la justice, par le pardon, parler directement. Parfois, même, il y a des théories, parce qu'il y a le triptyque vérité, justice et ça fait appel à des théories chrétiennes, judéo-chrétiennes. D'autres, peut-être, chez les musulmans, c'est différent. Donc, c'est pour cela que je dis, attendons d'abord. Chacun, peut-être, émet des idées. Hein, mais maintenant, peut-être, une fois le moment arrivé, et c'est clair qu'il y aura certainement, il y aura forcément une réflexion de façon générale et globale qui va être menée. Et à l'issue donc de cette réflexion, il y aura des propositions. Et c'est seulement en ce moment que ces propositions-là pourraient être peut-être appliquées par le futur chef de l'État qui serait donc élu. Est-ce que je peux dire quelque chose simplement en rebondissant sur ce que Évariste a dit? Il a parlé des 5000 dossiers dont a parlé le président du Faso. Mais dans les 5000 dossiers, il y a des dossiers qui n'ont même plus besoin de vérité. Parce que ce sont des dossiers qui ont été jugés et on demande seulement l'application. On n'a plus besoin de vérité. Il suffit seulement d'appliquer ce que les juges ont dit de faire, sur lesquels tout le monde est d'accord, les deux parties sont consentantes. Si vous appliquez ce qu'on a dit de faire, le problème est résolu. Pourquoi va-t-on encore revenir sur une vérité? Je vais dire, j'ai l'impression que ça, c'est de la poudre de perlimpinpin que on nous met dans les yeux. Si on a besoin de régler les problèmes, si je reprends ce que le président du Faso a dit sur les 5000 dossiers, il y a des dossiers, ils ont besoin seulement de justice. Ils n'ont plus besoin de vérité. Et la réconciliation sera faite. D'accord. Il y a des dossiers seulement, on peut aller juste à la réconciliation parce que les autres là sont déjà faits. On n'a pas besoin de prendre chaque dossier et de repartir pour la vérité et pour la justice et pour la réconciliation. D'accord. Maître, terminer sur ce sujet de la réconciliation, les propositions qui sont faites là. D'abord, vous avez fait bien de remarquer que lors de la campagne de 2015, ça faisait partie du programme de Roch-Marc Christian Kaboré. Et ça fait partie de son programme encore en 2020. C'est pour vous dire que les programmes n'engagent que ceux qui y croient. C'est comme des promesses. Donc, on fait miroiter parce que simplement c'est beau. Est-ce que vous voyez? Maintenant, par rapport à la réconciliation, moi, je distingue deux aspects. Il y a la réconciliation sociale, il y a la réconciliation politique. La réconciliation sociale est mise à mal tout simplement à cause du terrorisme, voilà, qui est intervenu et qui entraîne, n'est-ce pas, comment je vais dire, des suspicions, des fractions au niveau de la société. Cette réconciliation ne peut avoir lieu qu'en résolvant le problème du terrorisme. Voilà. Ça, c'est la solution. Donc, ce n'est pas une conférence nationale, une conférence générale, etc., qui peut résoudre ce problème social. Il faut régler le problème du terrorisme et on réglera en même temps. Le problème c'était lié à la sécurité, on va tout à l'heure en parler. Non, il y a aussi des offres. Mais c'est pour dire que la réconciliation, là, il faut distinguer. Voilà. Si c'est au niveau social, là, ça passe par la résolution du problème du terrorisme. Maintenant, la réconciliation politique. La réconciliation politique, il faut savoir que ça ne concerne qu'une minorité de la population. Et ça n'a pas d'écho au niveau des masses. C'est une petite classe politique qui s'excite autour de ça parce qu'ils ont les mêmes intérêts. Sinon, cet aspect n'a pas d'écho au niveau des masses. Quand je me retrouve, n'est-ce pas, à Faran Gourma, dans les villages de Fada, au centre-est, au sud-est, etc., les gens ne parlent pas de cette réconciliation n'a pas de sens. Vous pouvez voir une personne habillée en chemise UPC, avec un pantalon CDP, etc. Ouais, ça se voit là. Mais ce qu'on a tendance à confondre une chose. La théorie de la réconciliation, les conférences nationales sont nées au Bénin. Mais les théories de réconciliation, vérité, justice et réconciliation là, sont nées en Afrique du Sud sous le règne de Mandela. Pourquoi? Parce que là-bas, l'apartheid avait gangréné toute la société. Tout le monde était impliqué. Voilà. Blanc, noir, indien. Voilà.
Ensuite, on l'a appliqué au Libéria, je crois, parce que la guerre civile a impacté toute la société. Mais ici, ce qui s'est passé là n'a pas impacté une grande partie de la population. En dehors d'une petite classe à Ouagadougou, le problème de cette réconciliation politique ne se pose pas. Ce sont des gens qui ont géré l'État entre eux. Mais, maître, quand vous dites ça, la minorité politique, c'est quand même l'élite qui pilote les décisions dans le pays, qui contrôle l'appareil de l'État, c'est eux qui prennent les grandes décisions. Et aujourd'hui, les questions du terrorisme et tout ça, ce que vous appelez, par exemple, la réconciliation sociale et tout, est-ce que ce n'est pas lié aussi au fait que dans l'élite, il y a des contradictions? Non, pas du tout. Dans ce cas, il faudra dire que le problème de l'insécurité au Niger est lié aussi parce qu'il y a au fait que dans l'élite, il y a des contradictions. Il faut me dire aussi qu'au Mali, c'est la même chose. Il faut me dire qu'en Algérie aussi, c'est la même chose. Il faut aussi me dire que, parce que dans tous ces pays, dans les réponses, la question de contradictions dans l'élite n'influe pas négativement dans les réponses aux problèmes qui sont là? Pas du tout. C'est un problème social qui est né. D'ailleurs, même, il y a un des candidats qui a dit que l'insécurité, là, c'est dû au problème de la pauvreté. C'est faux. Ce que nous vivons là a commencé où? Ça a commencé avec Ben Laden. Même quand on dit Al-Qaïda, là, c'est qui a fondé ça? C'est Ben Laden. Vous croyez que Ben Laden était pauvre? Vous croyez que ceux qui l'utilisaient étaient des pauvres? C'était un milliardaire saoudien. Et ceux qui travaillaient pour Ben Laden, là, ce n'étaient pas non plus des pauvres. C'était un problème de conception de la... Mais c'est moi qui ai la parole. C'est un problème de conception de la société qui est à la base. C'est un problème d'idéologie et de conception de la société. Ce sont des organisations terroristes qui se donnent les moyens d'atteindre un objectif qui est peut-être plus politique ou autre. Il y a des pauvres qu'on veut embrigader, mais qui refusent. Parce que tout simplement, ils ne partagent pas cette façon de voir les choses. Donc, ce n'est pas nécessairement une question de pauvreté. C'est une question de religion, c'est une question d'idéologie et non de pauvreté. Donc, c'est pour vous dire que le problème du terrorisme, si on arrive à résoudre cela, la fraction sociale sera résolue. Maintenant, la réconciliation politique, ça ne concerne qu'une petite minorité et ça n'a pas d'écho dans les masses. Et ça, je pense qu'entre eux, ils peuvent trouver une solution pour eux là-bas. Non, moi, je refute ce que Maître dit parce que c'est son opinion que je respecte d'ailleurs. Hein. Je pense que dans notre pays, même au Mali et autres, le terreau de la pauvreté nourrit en fait le terrorisme. Parce que non seulement il y a la pauvreté et puis le fait que les gens ne soient pas éduqués. Alors ça, c'est vraiment du pain béni pour donc les Saoudiens comme les Ben Laden qui ont de l'argent, qui viennent, qui achètent les gens et qui les enrôlent. Et justement, si ces gens étaient éduqués et s'ils avaient des activités, je ne suis pas sûr que... Parce que ceux qui combattent là, on a démontré au Mali, c'est des Maliens. Au Burkina aussi, il y a des Burkinabés. Donc, ce n'est pas forcément des gens qui viennent de dehors, des Martiens qui viennent et puis qui mènent le terrorisme. Donc, ça a aussi un impact. D'accord. On va continuer sur la sécurité cette fois-ci. On va rester avec Évariste Fossin-Consembo. Au niveau sécurité, il y a des offres également qui sont faites. On voit par exemple au niveau de la défense, le président Kaboré explique qu'il augmentera les effectifs, il va accroître les effectifs et les capacités opérationnelles et matérielles. Il va, développer la police de proximité. Au niveau des Zéphirin Diabré, il propose le concept de Bougoum Sara, qui est une dissuasion totale, c'est-à-dire faire pleuvoir le feu sur les ennemis, mais en même temps aussi, il propose de mettre en place le Conseil de sécurité nationale et le Conseil de sécurité intérieure pour ce qui concerne la réflexion stratégique et tout. Et dit Komboyo propose réforme du ministère de la Défense et de la Sécurité, création d'un centre national de surveillance du territoire et la négociation avec les terroristes. Quant à Taïrou Bari, il dit qu'il faut nommer des chefs crédibles et compétents à la tête des structures militaires et mettre toutes les garnisons hors des villes et transformer les anciennes garnisons en hôpitaux militaires spécialisés. Pour le général donc, Isaac Zida, candidat, accroître l'effectif et le maillage donc, territorial, augmenter le nombre de régions militaires et créer des brigades de gendarmerie, au moins une brigade de gendarmerie ou de police par commune, et puis engager une grande participation citoyenne à la sécurité, en tout cas en les éloignant donc de devenir des milices, tout simplement en préservant donc leur statut pour ne pas qu'ils deviennent des milices, car l'armée seule est donc détentrice des armes. Alors, voici aussi des produits parfaits, Sylvain. Oui, c'est vrai que c'est le point qui m'a le plus intéressé dans les programmes, c'est l'aspect sécurité. Et justement, il y a eu une polémique qui s'est installée, qui s'est invitée dans la campagne, notamment la question de négociation. Parce qu'il y a le candidat Idi Komwego et il y a aussi le candidat Zéphirin Diabré qui, eux,
On dit qu'il fallait négocier. À la suite de ça, bien sûr, le candidat qui a rétorqué. Oui, allez-y. Ceux qui disent qu'ils vont négocier, c'est qu'ils les connaissaient. Alors, j'ai dit, c'est pas forcément ça. Voyez-vous, ça dépend. J'étais inquiété quand j'ai entendu ça. Parce que ça veut dire que. Non, parce qu'ils n'ont pas la même lecture. Non. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la même lecture du problème, la problématique. Parce que. On sait qu'il y a des causes internes. Quand vous prenez un cas comme à l'Est, on sait qu'il y a eu des terroristes parce qu'ils ont été expropriés, on a pris leur terrain, leur champ, et on a vendu à des concessionnaires. Ils n'avaient plus accès. Donc, ces gens-là, peut-être qu'on peut négocier avec eux et les rétablir dans leurs droits et ils vont quitter le camp du terrorisme. C'est ça, je pense que ça dépend de comment est-ce qu'on appréhende ce problème-là. Moi, je pense qu'il ne faut pas globaliser tout le terrorisme, tous les terroristes. Il y a des terroristes qui peut-être au niveau interne, qui s'engagent, qui s'enrôlent parce qu'ils ont vécu des injustices ou des brimades. On a vu au cas de l'Est, parce que j'ai lu des études, il faut relativiser. Donc, venez dire que forcément on les connaît, bon, moi je ne sais pas à quoi il a voulu faire allusion, mais tout ce que je sais, que même si on fait allusion au cas du président Compaoré, moi, tout ce que je sais, les médiations se faisaient de façon officielle. Nous, ici, on regardait à la télé, c'est eux qui se fréquentaient. Hein. Moi, je n'ai fréquenté aucun. Oui, donc, ça se faisait à la télé, nous tous on voyait. C'était un aspect très important, la négociation. Donc, c'est la stratégie. Qu'est-ce qu'on adopte comme stratégie politique par rapport à ça? Ça, c'est très important. Mais dans la façon opérationnelle, pratique, okay. Maintenant, donc, il y a cet aspect de négociation qu'il ne faut pas occulter. Il faut d'abord faire un diagnostic et sérieux. Il y a des terroristes peut-être avec lesquels on peut négocier, d'autres avec lesquels, par exemple, on ne peut pas négocier. Maintenant, sur la stratégie, les moyens et puis les ressources, moi je pense que ça ne va rien trouver. En revanche, je trouve que le PC a fait une proposition très intelligente qui consiste, parce que je trouve que c'est un nouveau problème. Il faut un nouveau corps d'armée pour prendre en charge ce problème. Je ne dis pas que l'armée traditionnelle ne joue pas son rôle. L'armée traditionnelle continuera à jouer son rôle. D'ailleurs, elle le joue très bien. Mais pour éviter les lourdeurs et les lenteurs... Vous pouvez rappeler la proposition du PC par rapport non, c'est créer un commandement central et des gardes frontières. En fait, il propose de recruter 7000. Ça va permettre, on définit des modes très rigoureux, sans magouille ni rien. On prend des gens vraiment qui sont opérationnels. Ça, on aura les résultats immédiatement. Voilà, c'est ça, je pense que c'est assez original. Maître, sur ces propositions liées à la sécurité, on voit par exemple que Isaac Zida, qui est d'ailleurs le seul général de cette compétition, qui propose qu'il y ait une augmentation. Est-ce qu'il est toujours général? Mais il a fait l'armée, moi je parle de sa compétence, des militaires. Il n'est plus général. Bon, sa compétence des militaires, voilà. Est-ce qu'il propose d'augmenter le nombre de régions militaires? Oui, bon, ça par exemple, oui. Et qui dit également qu'il faut créer des brigades de gendarmerie ou de police par commune. D'abord, M. Loukman, je vous ai dit que c'est une promesse électorale. Hein. Bien sûr. Voilà, donc c'était une question de marketing. Ouad, quand il était candidat à l'élection présidentielle, à la suite de laquelle il a été élu en 2000, il avait dit que si lui prend le pouvoir, en 100 jours, il va régler le problème casamançais. Il est parti du pouvoir sans régler le problème. Voilà. Maintenant, quand il a dit que... Il a réussi la main de... comment on dit ça? La main, il y a eu la main tendue, il y a eu la main qui... entre le leader casamançais. Combien de temps après? Diamankoun Senghor. Au bout de 100 jours là. Au bout de 100 jours là. Oui, mais quand même, il a réussi à le faire. Il y a eu quand même la main. Donc c'est pour vous dire que, et vous savez, et puis généralement, vous savez, ceux qui font des programmes comme ça, etc., généralement, ils ne savent même pas ce que c'est que les implications de la gestion du pouvoir d'État. Donc, on fait le programme comme ça, bon, comme dans son bureau, etc. Mais une fois sur place, on s'en rend compte. Isaac Zida, c'était un militaire. Voilà, bon, donc, maintenant, il fait ses propositions, il doit avoir quand même une... Il a proposé, n'est-ce pas, de multiplier les régions militaires. Peut-être que maintenant, oui. Si vous vous rappelez, quand Thomas Sankara a pris le pouvoir, l'une de ses premières décisions, c'est lui qui a créé les régions militaires. Il était de créer des régions militaires. Et il y avait 5 régions militaires. Oui. Et au bout d'un certain temps, on s'est aperçu que 5 régions militaires, ce n'était pas efficace. Ça faisait un peu trop lourd et on a réduit ça à 3. Maintenant, sauf erreur de ma part, je crois qu'il y a 3 régions militaires au Burkina Faso. Mais au départ, c'était 5. Donc, si l'expérience montre que 5 régions militaires, ça ne fonctionnait pas, et puis lui, il veut revenir là-dessus, j'ai dit, peut-être, comme la population s'est accrue, comme les moyens aussi se sont accrus, et comme les problèmes, comment je vais dire, de sécurité aussi sont devenus différents, peut-être que maintenant ça peut se justifier. Quand on regarde un peu, on a 6 régions aujourd'hui qui sont des régions
foyers terroristes, par exemple. Non, mais on n'a pas besoin d'accroître le nombre de régions militaires parce que les régions militaires ont des compagnies, des bataillons qui sont ailleurs. Vous avez vu, par exemple, si vous prenez la région militaire de Ouagadougou, dont le siège est à Kaya, si je ne me trompe, vous avez des troupes à Tinkotogo, vous avez des troupes à Pau, etc. Il y a des détachements un peu partout là. Donc on n'a pas nécessairement besoin de créer d'autres régions militaires. Il suffit de redéployer autrement les troupes qui existent déjà. Ça, c'est un premier point. Ok. Voilà. Donc, ok. Non, Parfait, Sylvain. Pour la sécurité, évidemment, il y a des propositions très belles. Mais le président du Faso, par exemple, quand on regarde, finalement, il dit qu'il va poursuivre sa politique de la défense, mais quand on regarde cette politique de la défense, à la poursuivre, on s'inquiète, parce qu'apparemment, elle n'est pas efficace. Mais là, on ne voit pas d'autres propositions nouvelles, par exemple, du président du Faso, qui a déjà eu un mandat pour lequel il y a eu un programme. Oui, la politique actuelle n'est pas efficace, c'est ça? Oui, ce que vous dites? C'est qui se dit, oui. C'est qui se dit. Ah non, c'est comme c'est vous qui le dites. Mais moi, je voulais juste apprécier les différents programmes en disant que c'est à l'œuvre, comme on dit, c'est au pied du mur qu'on reconnaît le vrai maçon. Donc vous allez avoir de très belles propositions. On va parler de créer des commandements, on va parler de créer des brigades, on va créer des corps spéciaux, on va faire descendre le feu, on va faire ci. Mais à l'épreuve du pouvoir, tout le monde va se casser les dents. Donc, je pense que le problème ici, quand on regarde, tout le monde a un diagnostic qui est pertinent. Quand je regarde, tout le monde analyse la question du terrorisme et de l'insécurité de façon pertinente et tout. Maintenant, tout ce sera à l'application qu'on verra si tel ou tel candidat avait eu effectivement la baraka. On prend des cas plus précis. Tahirou Barry, par exemple, propose qu'on évacue les villes, les garnisons, qu'on les mette hors des villes. Et bon, évidemment, est-ce que ça, ce n'est pas une proposition qui est quand même intéressante? Parce que le débat aussi c'est une proposition qui est déjà en cours à l'heure actuelle. Vous savez qu'on parle, même à l'heure actuelle, on parle... Vous savez qu'à l'heure actuelle, on parle de faire partir les casernes militaires des villes. Vous savez ça? Donc ça, ce n'est pas une proposition qui est nouvelle. Donc vous voyez, on va, en faisant un peu la foire aux propositions, on se rendra compte... La question de la... Il y a une question... Je n'ai pas encore terminé. Je finis rapidement et puis vous allez continuer. Je dis, en faisant la foire aux propositions, on se rendra compte qu'il y a des propositions qui sont soit tirées par les cheveux, ou bien qui ne sont pas nouvelles, ou bien qui sont irréalistes, notamment en matière de sécurité. On va proposer des choses dont on sait que l'armée, à l'heure actuelle, n'est pas faite. Est-ce qu'ici, il y a des choses irréalistes? On peut le dire, s'il y a un candidat qui peut irréaliste. Moi, je suis allé sur les grands points de la sécurité pour dire tout le monde a un diagnostic qui est pertinent. Maintenant, tout dépendra de la manière dont les choses vont être mises en application. Parlons de l'aspect, la réponse. Ici, il est question de divergence. Les candidats donc, opposés au président Kaboré disent qu'il faut aussi inclure la négociation. C'est que le président Kaboré a retoqué comme étant peut-être une démarche qui n'est pas... Moi, je voulais parler peut-être... oui, je vais répondre à ça, mais je dis la question de la sécurité. Vous savez, il y a des pays qui ont opté de ne même pas avoir une armée. Il y a des pays qui vivent sans armée, qui ont vendu en Afrique, en Amérique latine. Il y a un pays qui n'a pas d'armée, je ne me rappelle plus du nom. Le Costa Rica. Qui n'a pas d'armée. La Suisse aussi n'a pas d'armée. Oui, voilà. Et puis, la Suisse a une armée. D'accord. Et d'ailleurs, c'est eux qui gardent le pape. Je veux dire, si on réfléchissait autrement sur les problèmes de sécurité, comme je vous ai dit, par exemple, je vous ai dit une fois, par exemple, si vous allez en Israël, sur votre passeport, on ne mettra jamais de tampon sur votre passeport pour dire que vous êtes rentré en Israël. Mais dès que vous rentrez sur le territoire d'Israël, on sait là où vous êtes et ce que vous faites. Parce qu'on est arrivé à faire en sorte que la sécurité d'Israël repose sur chaque Israélien. Si aujourd'hui on faisait en sorte que la sécurité des Burkinabés préoccupe d'abord chaque Burkinabé, vous verrez que dans nos quartiers, on peut s'organiser de telle sorte que
La sécurité d'un quartier incombe. Le président Kaboré a proposé de développer la police de proximité. Est-ce que ce n'est pas dans ce contexte-là? Plaise à Dieu qu'on fasse en sorte que la police de sécurité de proximité soit une police qui intéresse chaque Burkinabé, chaque enfant, chaque femme, chaque vieille personne. Si on fait comme ça, je pense qu'on serait plus sécurisé. Mais vous savez même qu'il y a un candidat qui, sur son logo même, son logo c'est la carte du Burkina avec un char sur laquelle il y a une croix carrément. C'est-à-dire que lui, il arrive, il démantèle tous les garnisons du Burkina et laisse le Burkina sans armes. Je veux dire, encore une fois, les gens nous promettent des choses. Maître l'a si bien répété et on le sait, une promesse reste une promesse. Une promesse reste une promesse. Et ceux qui y croient, bon, c'est... Évariste, une réaction? Bon, moi, je peux réagir. Évariste, j'ai vu effectivement dans les propositions de délocaliser les casernes, moi ça m'a fait sourire parce que le premier régime qui commencera à faire ça, il ne fera même pas un mois. Ça c'est clair. Oui, parce que non, il y a des réalités. Il y aura les moyens de réussir ça. Attendez, vous faites semblant ou quoi? On sait quand même que c'est un pouvoir. Allez, c'est un pouvoir qui est là, ça il faut le dire. Et pourquoi ça traîne? Pourquoi ça dure jusqu'à présent? Parce que ils ont des avantages, ils ont des habitudes. Et c'est pour cela que je dis, il faut laisser ce corps tel qu'est, il faut peut-être envisager la création, évoluer vers un nouveau corps avec des nouvelles règles et des nouvelles disciplines qui peuvent peut-être donner des résultats probants. Maintenant, c'est vrai que ça m'a fait sourire. Moi, je veux bien qu'on prenne l'environnement israélien par rapport à l'environnement. Ce qui fait un Israélien est de loin, je ne sais pas, hein, parce qu'il y a des cultures, hein, il y a des cultures. Et ça, il faut peut-être 1000 ans pour cultiver beaucoup de choses et puis y arriver. La police de proximité, c'est bien. Les coloraux, c'est quoi? Sauf que versus en améliorant. Mais l'idée, en fait, c'est quoi? C'est d'être à côté. C'est ça. Mais maintenant, est-ce que ça donnait quoi? Toutes les dérives, nous avons tous ici condamné. Mais c'est peut-être des phénomènes culturels qui font qu'il y a des dérives. Sinon, au fond, l'idée n'est pas aussi mauvaise qu'une population d'une localité, face à la défaillance en fait, de la police, s'organise pour défendre. Ça, l'idée n'est pas... Les kibbutz, vous parlez d'Israël, les kibbutz, c'était quoi? C'était un peu comme ça. C'est des communautés de base qui défendaient leur sécurité. Ça a donné, parce qu'il y a des dimensions culturelles qui sont là. Alors. Donc, oui, non, par rapport à la délocalisation des casernes, moi je le dis depuis 2005, hein, parce que ça fait partie même des obligations. Alors donc quand un candidat en parle, ça veut dire que c'est pertinent alors? Ah oui, c'est pertinent. Et ça fait partie des obligations du droit international humanitaire qui interdit qu'il y ait des installations militaires dans les villes et que les installations militaires doivent être hors des localités. Si vous prenez l'exemple au Burkina Faso ici, le 17 mai 1983, quand on a arrêté Thomas Sankara, si vous étiez là ou pas, mais Kamboulé a fait encercler le camp Guillaume Ouedraogo avec ses chars. Parce que le capitaine Henri Zongo, ici, était retranché avec ses troupes et il refusait de se rendre. S'il y avait eu choc entre les deux, mais tout le quartier environnant là aurait subi les conséquences. De même, récemment, on a vu aussi en septembre 2015, entre les forces militaires venues des provinces et le RSP, on a tout ça, on a vu. Oui. Et même l'état-major, vous avez vu l'attentat contre l'état-major. Depuis longtemps, je disais de délocaliser l'état-major. Mais quand l'attentat est venu, ils ont délocalisé d'eux-mêmes, ils sont partis loin. Donc, même en dehors même des points de vue personnels, le droit international humanitaire que nous avons ratifié interdit le casernement des militaires à l'intérieur des villes. Ça, c'est un. Maintenant, je peux terminer. On n'est plus par le temps. Comme les appelants vont venir, on pourra réagir. Terminer rapidement. Oui, mais maintenant, pour revenir au parti, n'est-ce pas, à Guillaume Sessouma, qui dit qu'il va faire disparaître. Ça aussi, ça fait partie de mes propositions. Et j'ai même un article bien documenté là-dessus. Mais seulement, ça ne se dit pas comme ça au hasard. Est-ce que c'est réaliste? C'est réaliste. Est-ce que c'est réaliste aujourd'hui de penser le Burkina dans le contexte présent là, sans armée? Non, c'est très réaliste. D'abord, même le problème de l'insécurité là, c'est pas un problème des militaires. Combattre les djihadistes là, c'est pas un problème c'est pas un problème des militaires. C'est un problème de police et de gendarmerie. Parce que c'est un problème d'enquête. C'est pas une guerre c'est une guerre asymétrique. C'est pas une guerre conventionnelle. Il s'agit d'enquêter, de les détecter et parfois même de les saisir avant qu'ils n'entrent en action. Et ça, c'est un problème de police et de gendarmerie. Ce n'est pas un problème militaire. C'est pour ça que les militaires, n'est-ce pas, ils mettent beaucoup de temps avant d'avoir des résultats. Si on confie ce problème à une police efficace,
Vous verrez que très vite, Moi, je en viendra aux je choses. demeure convaincu, les autres pays, je ne connais pas, mais pour le Burkina, une réforme de notre armée, ce n'est pas une mince affaire. Voilà, c'est très On compliqué. termine avec une proposition de la seule dame donc, qui est dans la course, qui propose la réinsertion, il y a en tout cas toute une littérature sur l'armée, mais la réinsertion des militaires en fin de carrière. Par exemple, c'est une proposition que ces militaires soient redéployés dans l'administration, en tout cas réinsérés d'une manière ou d'une autre pour servir. Ce n'est pas une nouvelle proposition, je pense que c'est une proposition qui est déjà mise en œuvre actuellement. Parce que, oui, dans le cadre du Ashkoun, je pense qu'il y a des militaires et des policiers révoqués qui ont... Mais ça, ce n'est pas des retraités. Là, il est question des retraités qui vont à la retraite, qui sont en fin de carrière. Et là, c'est des militaires victimes d'abus. Mais ce sont des militaires, oui ou non? Non, mais la différence... Non, il n'y a pas de différence. Ils ont le même statut. Ce sont des militaires. Oui, parfait, Sylvain. Maintenant, pour ne pas galvauder l'idée de Mme Yeli, la candidate, c'est de dire qu'elle propose que quand des militaires vont à la retraite, qu'ils soient réinsérés. Oui. Ici, dans le cas du Ashkoun, les militaires radiés, ce sont les militaires radiés, donc c'est une question de réparation de la situation. Donc, pas que... Mais je veux dire qu'on est en face, que ce soit des militaires radiés, que ce soit des militaires en fin de carrière, ce sont des militaires. Donc, je veux dire, non, on ne galvaude pas l'idée, mais c'est pour dire... Ce n'est pas une proposition qui est nouvelle. Et quand vous regardez aujourd'hui, vous voyez qu'effectivement, il y a un certain nombre de militaires qui se reconvertissent dans la sécurité ou qui se convertissent comme chauffeurs, comme conducteurs et tout. Donc, véritablement, ce n'est pas quelque chose de nouveau, cette proposition. Maintenant, je ne sais pas... Vous dites quelque chose sur cette proposition? Oui, moi j'ai... Oui. Non, je crois que... Non, sur ce que la dame propose, je crois que ça a du sens. Vous voyez, les militaires partent à la retraite en étant encore jeunes. Si vous êtes recruté à 20 ans, je pense que vous faites 15 ans ou 20 ans et vous partez à la retraite à 40 ans. À 40 ans, c'est à la fleur de l'âge. Or, encore, si les gens, s'ils sont dans les camps militaires, peut-être qu'ils ont appris à faire des choses en étant militaires. Et la dame propose que l'on fasse en sorte que ces gars ne se transforment pas seulement en joueurs de PMUB et en gratteurs de loterie. C'est ça qu'elle propose. Il faut les renvoyer, il faut utiliser leurs compétences, parce que, encore une fois, je pense qu'elle, certainement, comme c'est une cam, elle pense certainement au Bangui. C'est plus le Bangui vieillit, plus le Bangui devient bon. Non, c'est moi qui avais la parole. Non, c'est pour dire que sa proposition n'est pas du tout nouvelle. Et ça se fait déjà. Oui, mais... Ça se fait. Moi, j'ai des parents militaires. Oui. Avant qu'ils ne partent même à la retraite, on les prépare à une reconversion. Donc, j'ai un parent qui était adjudant-chef. Et avant qu'il ne soit à la retraite, il a fait suivre une formation. Aussi, et maintenant, il est maçon. On en trouve aussi dans les PMUB et on en a même vu ça dans dépend, le cas de la lutte contre la terrorisme qui sont venus se proposer. Non, M. Saorgo, ça dépend. Si tu as suivi une formation de reconversion, après maintenant ta retraite, tu ne veux pas faire ça. Tu veux qu'on fasse comment? C'est comme ceux qui font l'école buissonnière. Oui, ici, c'est pour dire que, tel que la mesure est dite, elle pense à une mesure qui est générale, qui est automatique. Mais là, c'est automatique, c'est général aussi. C'est fait ici, on en a vu aussi qui ont marché, battu le pavé ici, pour dire qu'ils font la proposition de rejoindre, par exemple, quand on reprend ceux qui sont à la retraite pour aider. Non. Ça n'a pas été fait. C'est pas une bonne proposition du tout. Ça, c'est ceux, par exemple, qui avaient été radiés ou des trucs comme ça. Non, sinon, même de façon générale... Vous savez que quand vous finissez... Pas des retraités, pas des radiés. Sinon, de façon générale, quand les militaires... Je parle des sous-officiers, parce que les officiers, ça, c'est peut-être un peu différent. Ce dont je parle, c'est les sous-officiers. Quand ils s'approchent de l'âge de la retraite, ils subissent une formation de reconversion pour leur permettre de se réinsérer dans la société à partir de leur retraite. Maintenant, celui qui ne veut pas se réinsérer, qui veut faire autre chose, qui préfère dormir, etc., ça, c'est son choix. Bon, c'est vrai que quand j'ai entendu l'idée, j'ai sursauté parce que si on dit qu'on spécifie seulement les militaires et les civils, bon, il y a aussi des civils, quand ils vont à la retraite, on ne les reconvertit pas. Maintenant, le problème de fond chez les militaires, c'est qu'ils vont très jeunes. Il y a 40 ans, il y en a 42 ans à la retraite, c'est trop. Mais maintenant, c'est vrai ça, je dis, la capacité aussi de nos dirigeants à réfléchir. Parce qu'il y a des problématiques, de nouvelles problématiques sécuritaires qui sont là. Est-ce qu'on ne peut pas les reconvertir pour prendre en charge ces problématiques-là? Ils peuvent encore être utiles et efficaces. Par exemple, l'idée des polices... Si, mais pourquoi pas? Mais là, il faut que les gens réfléchissent. Merci. Vraiment, on est très talonné par le temps. La semaine prochaine, on est toujours dans la campagne, on reviendra sur d'autres acteurs comme la création d'emplois. Il y a eu beaucoup de propositions, des milliers
d'emplois à créer. On va aussi voir comment ça peut se faire. On va juste parler de la Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé, l'élection s'est passée. Le président Alassane Dramane Ouattara a été proclamé provisoirement élu par la commission électorale nationale. Alors on a constaté que quand même il y a eu il y a comme une pression internationale pour aller au dialogue avec l'opposition. Très rapidement, qu'est-ce que vous en pensez, Parfait Sylvain? Je dirais tout simplement que tout va se jouer sur le rapport de force. Malheureusement, en 2010, toute la communauté internationale était derrière Ado. Cette fois-ci, la communauté internationale est bien silencieuse, elle regarde. Et donc, même l'invite au dialogue là ne sera pas forcément bien apprécié. Je pense que Alassane Ouattara va prendre le temps qu'il lui faut pour réduire les capacités de nuisance de son opposition avant de tendre la main du dialogue. Voilà. Un blocus sur le président Alipana Bédié. Beaucoup sont arrêtés, donc par ça, Afiane Guessa et Mabi Touakeuse, qui sont déjà mis en arrestation. Et il y a un ensemble une mesure on va dire, une traque judiciaire autour de tout cela. Oui, il va poursuivre toutes ces actions pour arriver à les neutraliser au maximum avant de tendre la main du dialogue. Et on peut imaginer que son premier gouvernement sera un gouvernement d'union nationale, mais peut-être avec des opposants bon teint. Ah, d'accord. Voilà. Alors, André Genoudoum, est-ce qu'aujourd'hui, avec la crispation qu'il y a, l'opposition a créé son Conseil national de transition? Il ne veut pas du tout reconnaître le président Ouattara, on l'appelle ex-président. Et dans un contexte où la communauté internationale aussi ne dit pas clairement qu'elle félicite ou qu'elle reconnaît les élections et tout, mieux on demande une réconciliation, on demande un dialogue. Est-ce que ça dit qu'aujourd'hui, la situation est suffisamment crispée? C'est déplorer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est comme si, comme disent les Mossi, l'abeille a fait son jus et c'est l'abeille qui encore suce son miel. Je crois que le président Ouattara avait travaillé pour la Côte d'Ivoire et même ses opposants l'ont reconnu. Il a essayé de faire du bon travail. Et on peut regretter seulement que, encore, avec son mandat, on est en train de détricoter ce qu'il est en train de faire lui-même en étant au pouvoir. Je ne suis pas sûr que l'on peut gagner en mettant tout le monde sur son dos, quelle que soit ta force. Or, aujourd'hui, si on regarde le paysage de la Côte d'Ivoire, on a l'impression qu'il n'y a que les partisans de M. Ouattara qui sont avec M. Ouattara. Sinon, on a l'impression que tout le monde tout le monde est contre M. Ouattara, notamment. Tout sauf Ouattara. Je me dis, c'est un petit peu beaucoup. Non. Mais il a gagné les élections. Ce que je regrette pour les élections de M. Ouattara, c'est qu'il a gagné 94%. Moi, j'aurais aimé qu'il gagne à 99,99%. Puisqu'il n'y avait même pas d'opposition. Je ne sais pas où sont rentrés les 4 autres ou bien les 8 autres. Il devait gagner carrément même à 100% pour dire que bon, la Côte d'Ivoire m'appartient, je fais ce que je veux. Maître, est-ce qu'on peut permettre aux gens de comprendre cette subtilité du langage diplomatique? On a vu que l'Union européenne, les Nations unies, la France, même la Suisse, ils ont utilisé le terme « nous avons pris note ». Au lieu, souvent, on entend « nous avons pris acte ». Qu'est-ce que ça voudrait dire au fond? Est-ce que ça veut dire qu'on est très prudent par rapport aux résultats de ces élections? Oui, mais en diplomatie, on est toujours prudent. Hein. Alors, ça, c'est le langage diplomatique. Mais ça revient à la même chose. On prend note. Mais ce qui arrive actuellement en Côte d'Ivoire, là, c'est un remake de ce que Bédié avait fait aux autres lors de l'élection de 1994 ou 1995, je ne sais plus. Non, pas 99. Il est tombé en 1995. L'élection de 1995, il y a eu le Front républicain pour le boycott actif. Voilà. Et il y avait un seul qui s'était présenté contre le Bédié. Francis Vaudier. Ah oui, Francis Vaudier. Et Bédié avait été élu aussi au même taux. Est-ce que vous voyez? Donc, en fait, c'est un remake. C'est pour vous dire que c'est des gens qui se connaissent depuis longtemps et qui s'amusent entre eux. Et maintenant, malheureusement, c'est que leur jeu est parfois dangereux pour les innocents. Quoi. Oui, bien sûr, il y a eu des morts quand même. Voilà, c'est pour ça que je dis que leur jeu est parfois dangereux pour les innocents. Sinon, et la dernière fois, j'ai dit ici que Alassane Ouattara a ses partisans aussi. Vous avez vu que Guillaume Soro avait dit partout qu'il n'y aura pas d'élection le 31 octobre. Il y a eu bel et bien eu élection. Est-ce que vous avez vu? Et donc, si la communauté internationale dit d'abord, il y a un problème qui est là. Sur le plan national, vous ne pouvez pas vous fier à la communauté internationale pour poser vos actions politiques. C'est en fonction de vos rapports de force.
Et la Commission internationale ne fait que prendre acte ou prendre note, comme vous dites. C'est tout. C'est qui est écrit, oui. Voilà. Donc, c'est en fonction du rapport de force interne que vous Mais qui a avez. le rapport de force actuellement en Côte d'Ivoire? Actuellement, c'est Alassane Ouattara. Maintenant, si l'opposition arrive à s'organiser, on ne sait pas, on verra. Mais tout dépendra maintenant de ce qu'eux ils pourront faire. Non, La le situation moins- en Côte d'Ivoire, porte de sortie, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Ouattara va céder à la demande un peu de la communauté internationale de faire un dialogue, d'inclure la nouvelle génération et de faire des propositions concrètes de réconciliation? On ne peut pas dire qu'il y a eu, il y a eu élection, mais disons que M. Ouattara a organisé ses élections à lui. Et c'est 94%, là, ce sont c'est 94% de ses militants à lui qui l'ont voté. Ça aurait pu être 100%. Maintenant, ceci étant, c'est sûr, actuellement, c'est la phase des manœuvres d'intimidation. Mais ça ne peut pas durer éternellement. Bon, ça va pourrir la situation, parce que, bon, quoi qu'on dise, il y a quand même les 2/3 du pays qui sont en face et qui n'adhèrent pas à ce processus. Il n'y a rien de bon à voir dans. Merci. On parle aussi des États-Unis. Peut-être c'est une surprise pour certains, mais d'aucuns ont pensé que ce n'est pas une surprise, parce que Joe Biden était un ancien aussi. Il fut vice-président donc, du président Obama. Il fut donc sénateur pendant longtemps. Maître, Depuis 1972. voilà, Maître, est-ce que c'était surprenant aujourd'hui? Joe Biden a gagné, les démocrates sont revenus, ils ont repris le pouvoir. Certains estiment que c'est souvent un peu rare de voir sans deuxième mandat pour un républicain ou un démocrate. Oui, bon, c'est vrai, mais surtout les républicains. Parce que si vous remarquez, peut-être qu'il y a une mutation qui se fait actuellement dans la société américaine. Sinon, foncièrement, elle est plus républicaine que démocrate. Et vous verrez que si vous faites la liste des présidents des États-Unis, vous verrez qu'il y a plus de présidents républicains que démocrates. Donc, c'est comme la société française qui est beaucoup plus à droite qu'à gauche. Bon, maintenant, par rapport à ce qui s'est passé, moi, ça ne m'a pas du tout surpris. Ce n'est pas une surprise. Tout comme Donald Trump aurait pu gagner toujours. Et moi, je souhaitais même que Donald Trump ait un deuxième mandat. Voilà. Parce que, Et pourquoi? non, parce que ça allait clarifier la situation aux États-Unis. Vous savez pourquoi, n'est-ce pas, Martin Luther King a eu du succès lors de ces mouvements-là? C'est parce qu'en Alabama, à l'époque, il y avait un gouverneur républicain, très répressif, et avec le directeur de la police fédérale, qui était très répressif et qui rendait la vie impossible aux Noirs. Ce qui a facilité la mobilisation de Martin Luther King et qui a accéléré le mouvement de lutte pour les droits civiques. Maintenant, aux États-Unis, si par exemple Trump avait eu un autre mandat, ça allait exacerber encore les luttes internes et préparer une réforme profonde de la société américaine. D'accord. Oui. André Génivoudo, qu'est-ce qui n'a pas marché concrètement Non, pour Donald Trump? Est-ce que c'est son langage, sa position un peu loufoque sur la question? Je crois que sa façon, c'est plus de Covid-19. Oui, je crois que c'est plus de positions ont joué contre lui. Mais en fait, moi, je faisais ça, l'analyse, je dirais, moi, je pense que les Africains doivent se réveiller parce que les Américains sont en train de nous arracher quelque chose qui était notre marque déposée, notamment la contestation des élections et la fraude et la tricherie. Maintenant, si les Américains nous arrachent ça, qu'est-ce que nous allons devenir? C'est notre marque à nous. Il faut qu'ils nous laissent ça au moins parce qu'aux États-Unis, encore, quand on dit que des gens trichent, que des gens fraudent, on a l'impression que c'est devenu un village africain. Donc, mais ça, c'est pour rire de la situation. Mais je crois que M. Trump, qui dit que lui, il a gagné, je crois que si vous regardez ces 4 ans, tout ce qu'il a essayé de faire, il a toujours essayé de bousculer. Maintenant, ce qu'il faut dire, vous savez, les États-Unis, bien qu'on dise que c'est un vote démocratique, non, ce n'est pas tout à fait un vote démocratique classique comme on le connaît. Ce n'est pas un homme, une voix et on compte les voix. Donc, ce n'est pas... C'est un vote... En fait, le président des États-Unis, c'est le président des 50 États, c'est le président de l'Union. On a fait en sorte que celui qui va devenir le président des États-Unis ne vienne pas pour dire c'est tout le monde qui m'a voté. Parce que les pères de l'Union avaient dit, faisant en sorte qu'un fou ne devienne pas président de l'Union. Donc, en fait, ils travaillent en sorte que celui qui va arriver quand même, bon, bien que... Une masse critique oui, pour le faire. Pour pouvoir le choisir. Et en plus, il faut faire en sorte que ce soit une personne
Bon, mais M. Trump est venu démentir ce que l'appréhension des pères C'est ça une personne, Hein? une personne de bonne moralité, et qui a des qualités. qui a des qualités D'accord. humaines qui On va viennent prendre pour notre gérer. premier téléspectateur et puis on revient à Parfait, à Évariste. Monsieur Balboné Issaka, qui appelle de Tinkodogo sur, bien sûr, le sujet lié à la promesse des candidats. Oui. Monsieur Balboné, Oui, bonjour. bonjour. Allez-y très rapidement pour votre... Il n'y a pas de problème. Voilà, je voulais essayer d'ajouter sur les promesses des candidats. D'accord. Bon, je vois que quand vous voyez tous les 13 candidats, ils ont presque les mêmes promesses. Les mêmes promesses. Et c'est des promesses qu'ils ne réalisent jamais. Je peux un exemple. Bon, je peux écouter un peu l'opposition parce que là-bas, ils ne sont pas encore sur le pouvoir. Voilà, ils n'ont pas la force de réaliser ce qu'ils ont promis. Mais quand je prends le cas du parti au pouvoir, ce qu'ils nous ont promis, je ne vois pas. La promesse qu'ils viennent de faire, la sécurité et la réconciliation nationale, ils ont eu 5 ans pour ça. Au moins, s'ils avaient débuté sur la réconciliation nationale, ça, vous pouvez essayer maintenant de terminer. Dans les 5 ans, ils vont essayer de terminer. Ça, on n'a pas vu. Nous, on a eu la chance, on les a donné 5 ans pour essayer de voir. Dans les 5 ans, on n'a pas vu, on n'a pas essayé de parler de réconciliation nationale. Ça veut dire, on parle des tests, mais on n'applique pas. Effectivement, quand on parlait de la sécurité, c'est vrai, dans les 5 ans, nous, on a vu ça, 5 ans, que nous, on a vu que notre sécurité a été dégradée actuellement comme ça. C'est des promesses politiques, ils ne réalisent jamais. Je fais un exemple. Il a eu à promis, dans ma région, moi ici, le ministre de Santé avait promis que non, ils allaient réaliser notre CHR en CHU. Mais il vous dit aujourd'hui que notre CHR devient en CMA. Parce que quand vous allez aujourd'hui, il n'y a pas des appareils. Et nous avons fait comprendre dans les 5 ans, ça allait devenir un CHU, scientifique universitaire. Et aujourd'hui, nous, on voit que ça devient un CMA. Parce que quand vous entrez actuellement, il y a beaucoup d'appareils qu'il n'y en a pas. Alors, on a produit ça en 5 ans. Actuellement, ils sont en élève de 5 ans. Monsieur Donc, Balboné, c'est la promesse. Ça veut dire quand le chef de village, bon, c'est un chef, il vous dit, bon, allez voter celui-là. Nous, on ne vote pas des programmes. Ce n'est pas des programmes que nous, ici, pour voter. Ce n'est pas des programmes. Non, on vote des gens. Alors, bon, il dit, le chef de village dit, bon, Balboné, vas-y voter lui-là. Et c'est ça, il dit, comment il va le voter? Monsieur Balboné, oui. D'abord, pour les programmes, est-ce que ce n'est pas lié au fait que, entre la proposition qui est faite et entre, comme on dit, le maçon au pied du mur, c'est très différent. Peut-être qu'une proposition qu'on fait pour 5 ans, il se trouve que c'est une matière qu'il faut peut-être 15-20 ans pour réaliser. Est-ce que ce n'est pas ce qui fait le déphasage? Non, c'est ce que je dis là. En tout cas, les promesses, ils font les promesses. C'est des belles promesses, mais ne remplissent jamais les promesses. Jamais. Tout, en 2015, ce que le pouvoir atteint nous a promis. Ils n'ont pas réalisé ça. Donc, ça veut dire que c'est les mêmes promesses. C'est toutes les mêmes promesses. Ils sont là actuellement. Ils vont nous promettre de faire ça. On va donner encore les pouvoirs. Et encore, vous allez voir, on va tomber dans ce même chaos là. La reconstruction nationale. Selon moi, il faut essayer de débuter ça au moins dans les premiers quinquennats. Et maintenant, demander qu'on donne le deuxième quinquennat pour qu'on puisse terminer. Mais on n'a pas pu débuter dans le premier quinquennat. Est-ce que c'est pour qu'on nous donne un deuxième quinquennat? Monsieur Balboné, oui. Vous avez dit que c'est le chef du village qui vous dit d'aller voter. Oui, voilà. Souvent, sinon, voilà. Le chef du village vous appelle, voilà. Donc, vous devez voter celui-là. Effectivement, tout le village va essayer de le voter, sans suivre son programme. On ne sait pas où on part, mais parce que le chef nous a dit allez voter lui-là. Donc, effectivement, nous tous on va le voter. Ah, c'est ce qui se fait ici. Ça doit être grave alors. Merci. Merci. Monsieur Balboné, on peut parler de ce que M. Balboné dit ici, parce que là, c'est la question vraiment de la discipline de vote qui est donnée par des personnes, alors qu'on dit que le vote, il est secret, il est conscient, c'est un choix personnel. Est-ce que ça, c'est vraiment pas la réalité qu'on refuse de dire, mais c'est vraiment la réalité, mais elle est très grave pour ce qui concerne. Oui, André Eugène Boulot disait dès l'entame de l'émission que les gens ne votent pas des programmes. C'est la triste réalité. Bon, j'avais dit par contre qu'un programme, c'était bon pour qu'on puisse déterminer à la fin, au bilan, ce que le parti arrivé en tête des élections, ce qu'il a pu faire au cours de son mandat. Mais la réalité, là, c'est ce que M. Balboné a dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez la situation politique, vous avez des gens qui donnent des consignes de vote. Électeurs. Vous avez des grands électeurs comme aux États-Unis. C'est-à-dire, ce sont les responsables coutumiers, religieux, ce sont des fonctionnaires peut-être influents, mais des fils qui ont pu faire des réalisations concrètes dans les villages, un forage, aider à la construction d'un CSPS ou d'une école. Ces personnes, quand elles arrivent, quand elles donnent une consigne de vote, tout le monde suit. Parce que
on se dit, ah, au moins celui-là, il a pu faire ça pour moi. Ou bien, quand j'étais dans telle situation difficile, quand j'avais mon enfant à l'hôpital, il est venu m'aider avec de l'argent. Voilà. Non, c'est plus... Est-ce qu'on peut Je peux terminer avoir- très rapidement sur, Oui, sur les Américains, puis après sur mettre ce qui s'est passé, je dirais que c'est le Covid qui a emporté Trump. Pas le fait qu'il ait nié la maladie, mais le fait qu'il n'ait pas respecté ses promesses. Il avait promis des aides aux entreprises américaines. Et il y a un mois, il dit il faut supprimer ces aides. Dernièrement, il avait dit qu'il allait mettre en place un fonds pour aider les initiatives des Noirs, par exemple. Ça, on n'a pas vu. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de promesses qu'il a faites sur le plan économique surtout. Est-ce que qui n'a aussi pas- le fait qui n'a que pas ces derniers moments, on a eu des violences meurtrières contre les Noirs, est-ce que ça aussi, ça n'a pas joué? Quand Le vous- quand- suivi des Noirs par des policiers blancs, est-ce que ça aussi, Quand, ça n'a quand- pas quand joué? quand vous regardez les politiques des républicains, ce n'est pas étonnant qu'ils ne s'intéressent pas aux Noirs. Quand vous regardez, il a fait 4 ans, il n'est pas venu en Afrique. C'est normal, hein, c'est-à-dire que chez les républicains, il y a un certain nombre de valeurs. On s'occupe de la maison. La première chose, c'est de dire l'Amérique d'abord. Ah, d'accord. Merci. Évariste, Non, Conseil. enfin, d'abord, je relativise en fait l'échec de Trump parce que il a gagné quand même 70 millions d'Américains qui l'ont voté contre 74 millions pour Biden, malgré le rappel en renfort de Obama. Il a fallu que Obama retrousse les manches. Ouais. Voilà, donc ça veut dire que c'était quand même pas simple. Ceci étant, c'est vrai, je suis d'accord avec Parfait, c'est les deux facteurs-là, la gestion du Covid, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont allés au chômage et qui attendaient des fonds. Et quand le Sénat, c'est le Sénat qui bloquait en fait les fonds, or le Sénat était dominé par les républicains. Il y a ça, et puis effectivement, les bavures policières ne l'ont pas aidé ces derniers jours. D'accord. Non, et puis en plus, On prend notre deuxième téléspectateur et puis Maître aura l'occasion de réagir par rapport à ce que vous disiez. Oui, monsieur Seydou Ouedraogo, appel de Ouaga, sur également la promesse des candidats. Bonjour, M. Lukman. Bonjour, monsieur Ouedraogo. Bonjour à l'ensemble des invités. Et plus particulièrement à M. Tambela, qui nous a manqué durant le mois d'octobre, en tant que c'était la commémoration du 3e anniversaire de la mort de Thomas Sankara. Bon, c'est vrai que, Monsieur Ouedraogo, on va aller sur les... On n'a pas suffisamment de temps. Le défenseur de Thomas Sankara. On n'a pas suffisamment de temps, monsieur Ouedraogo. Allez-y très rapidement sur votre sujet. Ok, merci. En fait, je voulais évoquer 2 points qui sont revenus, et la réconciliation et l'aspect sécuritaire. Mais par rapport à la réconciliation, on entend dire que dès les premiers mois, pour certains partis politiques, immédiatement la réconciliation avant de faire autre chose. Donc, c'est la priorité de leur priorité. Non, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je souscris d'ailleurs même à ce que M. Tambela a dit. Si c'est le volet social, oui, mais tout autrement. Mais le volet politique, non, je crois que ça ne concerne que les politiciens. Voilà, parce que je ne vois même pas, moi, dans mon entourage, quelqu'un qui est un événement, que ce soit un événement heureux ou malheureux, et qu'on dise oui, parce qu'il y a des tels partis politiques, je n'irai pas. Non, c'est tout à fait le contraire. Sur ce côté, en tout cas, les gens, tout le monde se fréquente. Il n'y a vraiment pas de problème. C'est les politiciens qui ont des problèmes entre eux. Et s'ils veulent le régler, je crois que ce qui a été tracé là, ils doivent pouvoir le suivre, vérité, justice et puis réconciliation. Mais à ce sujet, je voulais juste peut-être dire que, à supposer que l'UPC ou le CDP venait au pouvoir, est-ce qu'eux, ils sont sûrs que la réconciliation dont ils parlent, est-ce qu'ils vont le faire sans le NPP si le NPP n'est pas d'accord? Il faut que le NPP soit d'accord pour qu'ils puissent réaliser peut-être en une semaine la réconciliation. Sinon, Monsieur Ouedraogo, quand on regarde le contenu du programme ici, même le président du FASO, donc qui est le candidat du MPP, a dit que le premier trimestre de 2021, il mettrait, s'il est élu, à contribution pour la réconciliation. Il a proposé d'organiser un forum de réconciliation. Donc s'il n'est pas élu, son idée pourrait continuer dans celle peut-être de ceux qui seront élus. Donc je crois qu'il y a des problèmes à ce niveau. Non, je dirais qu'il a même dit premier semestre au lieu de premier trimestre. Je pense que c'est un peu raisonnable si on parle de premier semestre,
Mais si vous avez écouté les autres candidats, c'est les premiers moments, moins du premier trimestre d'ailleurs. Voilà, je voulais dire simplement que ça doit suivre une certaine logique. Et eux-mêmes, ils ont proposé des forums qui par-ci, des conférences par-là. Mais à quel moment il faut réunir tout ce beau monde-là pour pouvoir décider de quelque chose et pouvoir réaliser ça en moins de 3 mois? Je ne crois pas à cette... voilà. Maintenant, pour l'aspect sécuritaire... Oui, très rapidement, vous avez juste 30 secondes. Ok. Non, pour l'aspect sécuritaire aussi, c'est la même chose. Il y a d'autres qui ont dit, je ne vais pas citer le nom de ces candidats, qui ont dit que dès qu'ils vont prendre le pouvoir, en une semaine, on n'entendra jamais tirer de coup de feu. Mais justement, voilà ce qui m'amène à dire que peut-être ce que le président dit, oui, c'est une réalité. C'est parce que certainement ils se connaissent et que dès qu'ils sont élus, il suffit simplement des coups de fil par-ci par-là et puis le terrorisme est stoppé. Mais ça, je ne suis pas naïf pour croire vraiment à de telles propositions. En tout cas, si vous me permettez de développer, je vais le développer. Non, on n'a pas assez de temps malheureusement. C'est ce que vous avez dit, on vous a compris. Merci. Oui, c'était Maître qui dit. L'élection présidentielle, les gens ont comparé ça à ce qui se passe en Afrique, c'est faux. Les problèmes sont venus parce qu'il y a eu des votes par correspondance qui sont étalés pendant près d'1 mois. Je mets au défi n'importe quel pays africain d'organiser ce genre de vote-là pour que ça puisse réussir. Les problèmes sont venus, c'est le décompte de votes par correspondance. C'est ça qui a fait traîner les choses. Voilà. Et maintenant, bon, par rapport au succès de Trump, il faut dire que ce n'est pas un si bon succès que ça. Parce que, bon, un très bon, c'est pas... Le succès de Joe Biden. Non, je parle de Trump. Parce qu'il y en a qui disent qu'il n'a pas si échoué que ça. Parce qu'en 2016, Obama est monté, a soutenu Clinton aussi. Hein. Voilà. Donc, mais ce qu'il faut remarquer au bénéfice de Trump, il faut reconnaître que Trump n'a pas déclenché un conflit international contre un pays. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est un. Maintenant, par rapport au vote sur indication, j'ai toujours dit ici que les gens ne votent pas des programmes. Oui. Maintenant, par rapport à celui qui a appelé à Tinkorgo, là, il faut que je précise une chose. Vous savez, la chefferie traditionnelle, il y a des gens qui nomment des chefs, des notables qui nomment des chefs. Et donc, quand il y a une élection comme ça, ils donnent des consignes aux princes. Voilà. Ils disent, voilà, vous votez pour telle personne. Et après l'élection, ils font les décomptes. Si tu n'as pas réussi à faire voter, comme on t'avait dit de voter là, au décès de ton papa, on ne te nomme pas chef. Est-ce que vous avez vu? Je ne sais pas si vous avez compris. Donc ça, c'est la politisation de la chefferie. C'est la politisation de la chefferie. Et Valis, c'est bon? Non, en fait, c'est par rapport à l'interlocuteur qui disait que lui, il ne voyait dans l'aspect de la réconciliation que l'aspect social. Mais il ne faut pas aussi occulter la réconciliation des politiques parce que c'est quand même l'avant-garde. Et moi, je ne sais pas, parce que peut-être que lui, les politiques sont quand même... je ne sais pas, il y a quand même des liens entre les politiques et les populations. Voilà, donc on ne peut pas déconnecter en fait. Une seconde, on est calme au thème de cette émission. Il a pris, comme quelqu'un l'a dit, il a pris son pouvoir, il n'est pas venu en Afrique. J'imagine aussi que les Africains là, ont dit égorger, ils sont allés voir le vaudou pour qu'ils ne gagnent plus. Non, il faut le reconnaître. Merci. Donald Trump, Reagan a fait 2 mandats. Il n'est pas venu en Afrique. Merci. Ça, c'est la politique des républicains. Non, je sais. Non, je dis ça pour la maison que de l'extérieur. Ça, c'est la politique des républicains. Merci à vous pour vos différents commentaires, vos différents... Oui, un mot. Oui, justement, par rapport à l'Afrique, on avait demandé à Ronald Reagan pourquoi il ne vient pas en Afrique. Il a dit que mais toute l'Afrique ne vaut pas une grande ville américaine comme New York. Il va venir faire quoi en Afrique? C'est pour vous dire que c'est la politique des républicains. L'Afrique attire beaucoup les Américains pour des questions aussi d'intérêt. Le commerce américain. Oui, c'est d'accord, mais ça ne justifie pas qu'ils viennent ici. C'est agrandi, notamment en Afrique de l'Ouest, c'est agrandi ces dernières années. Donc, je ne crois pas que ça aujourd'hui, ça tienne. L'Afrique attire tout le monde, les grandes puissances, la Chine, l'Europe, et partout. Donc, merci à vous d'avoir pu participer à cette émission. J'étais donc avec Parfait Silga, qui est journaliste et analyste. Merci Parfait d'être passé. Faustin Évariste Concevo, le chroniqueur média, président du SEC d'éveil, Association de défense des droits de l'homme. Merci d'être passé. Et puis juste à la gauche de Faustin, Maître Kielem de Tambela, il est avocat inscrit au barreau, président du CRI, qui est le Centre de recherche international et de stratégie. Merci Maître d'être passé. Et enfin, dernier invité, André-Eugène Ilboudo, il est le directeur de la radio des écoles. À vous tous, on dit à la semaine prochaine pour un autre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.